Le narcissisme est important parce qu'il concerne l'image de soi et c'est une construction fragile chez l'adolescent. C'est pour ça d'ailleurs, ils sont tout le temps en quête de reconnaissance, les réseaux sociaux et tout ça, ils s'intéressent aux apparences, il va passer des heures devant le miroir, la moindre remarque va le déranger, ils deviennent agressifs, mais cette agressivité, c'est pas un caprice, il faut pas considérer ça comme un caprice, non, c'est un vrai cri d'inquiétude. Il dit, mais où est ma place? Est-ce que je suis aimable? Est-ce que je compte? Vraiment, les ados sont en souffrance, mais c'est une souffrance nécessaire pour les préparer à la vie par la suite. Donc il faut vraiment respecter ça, respecter ce qui se passe et ce qu'ils traversent. Coucou, moi c'est Leïla. Moi, c'est Linda. Vous êtes en train d'écouter le podcast Mères croisées. Ce podcast est né de ma rencontre avec Linda et avec beaucoup d'autres mamans d'ici et d'ailleurs. Des femmes venues d'horizons différents, avec leur culture d'origine, leurs histoires, leurs valeurs, leurs rêves et parfois même leurs blessures. Avec Leïla, nous sommes aussi deux mamans d'ici et d'ailleurs. Et nous avions envie de partager en toute sincérité nos histoires, qui résonnent avec les vôtres. Parce qu'on sait ce que signifie élever ses enfants loin de ses racines. Ici, nous faisons écho à la voix de ces mamans qui se croisent, se reconnaissent et se comprennent. Même si elles viennent de mondes différents, ces femmes partagent les mêmes défis. Les joies de la maternité, les doutes. Elles aspirent à s'enraciner ici, même si elles viennent d'ailleurs. On parlera de transmission, des réalités du quotidien et on s'interrogera sur la parentalité entre deux cultures. Sur ce qui crée des ponts entre ici et là-bas, entre héritage et nouveau départ. Ce podcast est pour celles qui se reconnaissent dans la complexité, la richesse et la beauté d'être parents d'ici et d'ailleurs. Avant de commencer, nous avons envie de vous dire Vous n'êtes pas aussi seul que vous le pensez. parce que oui, même à des milliers de kilomètres, nous sommes nombreuses à se poser les mêmes questions. Alors, sans plus attendre, on démarre. Vous le vivez maintenant, vous l'avez vécu ou vous le vivrez un jour. Parce que là, on parle de mère croisée, de maman, de parentalité. Et quand qui dit parent, dit enfant, dit éducation, dit relation relationnelle avec nos enfants. Et on a parlé de l'enfance, de la petite enfance, et on avait dit qu'on parlerait de l'adolescence. C'est un sujet qui intéresse beaucoup d'entre vous. Leïla, tu me le confirmeras? Ah Qu'est-ce que bah t'en oui, dis? on nous l'a Ah, demandé, bien ah, sûr, bien bah oui. sûr. Il y a une appréhension par rapport à l'adolescence, un peu Mhm. partout, hein. Un peu partout dans le monde, j'ai envie de vous dire, mais en tant que mère croisée, en tant que parents qui vivent dans des pays dans lesquels ils n'ont pas grandi, il y a d'autres défis en plus. Donc, on va parler de tout ça, de l'adolescence, du fait d'être parent d'adolescents, des défis qu'on peut croiser avec nos enfants adolescents et des défis spécifiques au fait d'être d'une double culture, on va dire ça comme ça. Donc, voilà le Oui, sujet du jour, mesdames. Messieurs, oui, s'il y a des messieurs. les défis, bien sûr, les défis, et puis les appréhensions. Parce qu'on entend tellement d'histoires sur les ados, attention, tu verras, quand ton enfant sera adolescent, enfin, ce qu'on appréhende, c'est un petit peu les conflits liés à l'adolescence. Et il faut dire que les médias nous font un petit peu peur parce que les choses sont un petit peu amplifiées, alors que l'adolescence, on va dire, c'est une étape. C'est une étape du développement de tout individu. Tous les parents sont déjà passés par là, partout dans le monde. Bon, il y a l'adolescence et la puberté. Avant, je pense qu'on disait plutôt puberté, et il me semble même avoir lu quelque part que l'adolescence, comme on l'entend aujourd'hui, c'est une création littéraire. Ah oui. Oui, la littérature en a rajouté des tonnes, on va dire. Mais l'adolescence ou la puberté comme étape de développement, ben c'est juste normal, naturel, Et dans oui, toutes les mais tu cultures et vois, de tout temps. Mhm. oui, tu dis qu'il y a de l'appréhension par rapport aux médias, mais moi j'ai envie de te dire, je pense pas que ce soit que par rapport aux médias, parce que même les gens, quand ils en parlent, ils n'en parlent pas spécialement d'une manière positive. Et puis surtout, il y Mhm. a ce truc de, euh,
où il y a certains clichés. Et on a Mhm, l'impression que l'adolescence, c'est ça. Et que toi, mhm, quand tu vas être mère d'adolescente ou d'adolescent, tu vas subir ça. Voici le risque. Et même si on te dit rien, tu marches dans la rue, tu vois certains adolescents et tu juges sans dire quoi que ce soit. Tu peux juger parce qu'on est humain malgré tout, hein. On peut voir des choses qui mhm, peuvent nous déplaire et en se disant, mince, j'espère que mes enfants ne seront pas comme ça, tu vois, ou mes enfants ne feront, voilà, ne mhm, seront pas comme ça, ne feront pas ci, ne feront pas ça. Même si certaines fois, on peut être un petit peu, on va dire, ouvert d'esprit, on peut se dire, oui, c'est l'âge et tout, mais c'est vrai qu'il y a cette impression de dire, oh, mes enfants, ils sont... Parce que moi, par exemple, mes enfants sont petits, je vais dire, allez, j'essaie de pas juger, mais malgré tout, quand on a des enfants petits, bah, et pour nous, ils sont petits, on sait qu'ils vont mhm. grandir, mais on se rend pas compte à quel point, et puis on sait pas comment ils vont être de toute façon, hein, tu vois. Et c'est ça la question. Le cliché, il est vrai, il est pas vrai, il est vrai à quel point? Quand tu parles de cliché, je te parle du fait qu'ils répondent mal aux parents, du fait qu'il y a beaucoup de disputes, le fait qu'ils s'enferment dans la chambre et tu le vois presque plus, le fait qu'ils ne veulent plus sortir avec les parents, tu vois, des choses comme ça. Et puis il y a des extrêmes après, des problématiques de fréquentation, de il veut sortir tard alors Mhm, qu'on veut pas, de peut-être elles vont vouloir fumer ou tu découvres qu'ils fument et que c'est la cata là, tu vois, des clichés comme ça. mhm, Donc voilà, la question c'est est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, à quel point? Est-ce que tous les enfants sont touchés? Et puis à partir de quel âge? Jusqu'à quel âge? Enfin, waouh, toute une montagne de questions qu'on peut se mhm. poser. euh, et que je finis juste par cette parenthèse. Moi, j'ai l'impression que les générations d'avant, hein, genre il y a quelques décennies, j'ai l'impression que les parents ne se posaient même pas de questions par rapport à l'adolescence, hein. C'était là, puis c'est tout. Enfin, on n'en met pas. Je pense qu'on n'en met même pas cette période-là. Je te Bon. laisse la parole, là. Maintenant, j'ai beaucoup parlé. Non, en tout cas, ça dérange. En tout Mm. cas, quand tu dis, quand je passe dans la rue et je vois des adolescents, ben, ça dérange. Leur comportement dérange. Ça, c'est une première, on va dire, un premier constat. La deuxième chose, c'est que, on sent qu'il y a une perte. Parce que ce- tu as lié l'adolescence à l'enfance et que on n'a pas envie que nos enfants aient ces comportements-là, les clichés de l'adolescence. Tu dis perte de pouvoir ou perte de lien? Alors, perte, c'est la désillusion, perte de l'enfance, tout simplement. Mm. Et la perte, elle se vit à la fois chez l'ado, mais chez ses parents aussi. Parce que l'adolescence, c'est vraiment la désillusion, c'est vraiment le deuil de la perfection. Mon enfant, tout chou, tout petit, qui m'écoute, Mm. qui fait tout ce que je lui demande et pour qui je suis un idole, ben, c'est plus le cas. Donc, En tout cas, même s'il fait pas tout ce que je demande, je suis la meilleure, tu vois, à ses oui. yeux. Et même les parents, parce que l'enfant, quand il est encore petit, avant l'adolescence, on va dire jusqu'à l'âge de 6 7 ans, parce qu'il y a aussi une période de préadolescence, Mhm, mais jusqu'à l'âge de 6 7 ans, l'enfant a l'impression d'être un être exceptionnel, parce que dans les yeux de ses parents, il est le centre du monde, il peut mhm, tout se permettre, il peut tout avoir, il peut tout, comment dire, il est nourri par un sentiment de superpuissance qui lui vient de ses parents et de la société. La Et tu sais, société aime les enfants. la société aime les enfants, mais La en fait, société. c'est aussi le centre du monde, c'est la vérité, hein. Pour moi, c'est un peu une réalité parce que en tant que parent, je le dis des fois quand je croise des Mhm. personnes, mais notre vie, elle tourne autour d'eux, en fait. C'est tout pour eux. Fais-les Et donc, sortir, on a l'heure de rendez-vous, exactement. nanani, nanana. Enfin, notre vie vraiment tourne autour d'eux, de leurs besoins. Et voilà. Et donc, l'enfant, pendant cette période d'enfance, il se croit le centre du monde puisque c'est la réalité qu'il vit avec ses parents. En tout Mhm, cas, il est le centre du monde de ses parents. Et puis, plus il grandit, plus il réalise qu'il n'est pas du tout le centre du monde, qu'il a des limites, qu'il doit faire des choix, il faut qu'il les assume. Ça ne fait pas toujours plaisir aux autres. C'est-à-dire, les autres ne sont pas là pour lui faire plaisir. Et donc, cette expérience-là, cet apprentissage de la vie, eh bien, ça fait mal. Et donc, les ados, les enfants, quand ils grandissent, ils vivent cette perte. L'adolescence, c'est vraiment une phase de perte et de désillusion, à la fois pour les parents et pour les enfants. Donc, ça fait mal. Ça fait mal, c'est un choc.
Il faut vraiment considérer les conflits psychiques de l'adolescent parce qu'il vit presque une mutation. C'est une période de transformation. Il passe de l'âge de l'enfance et enfin, il passe de l'enfance à l'âge adulte en passant par la transition, c'est l'adolescence. Le Oui. rôle de l'adolescence, c'est de préparer l'enfant à un devenir d'adulte. D'adulte, C'est une un peu phase de indépendant, un devenir. peu détaché de ses parents, mais c'est là où moi, ça me pose problème en tant que maman. Pourquoi l'enfant, enfin cet ado, Mhm, se, se sont obligés, hein, mhm, j'utilise les mots, les mauvais mots, je le sais, hein, d'être mhm, désagréables, se comporter un peu mal, mhm, répondre mal, juste pour se détacher. Il peut pas juste être sympa et avoir un peu plus d'espace. Tu vois ce que je veux dire? mhm. Je sais pas si tu D'accord, vois. d'accord. Parce que pour Donc, les parents, ce que c'est tu ça qui est dur, je souhaiterais, pense. C'est pas juste le mhm, fait qu'ils se détachent un peu. Déjà, pourquoi se détacher mhm, trop? Je mhm, veux dire même physiquement, tu vois, souvent, y a pas cette histoire, il veut pas faire de câlins, des choses comme ça. C'est ce qu'on me raconte en tout cas. Et pas pour tous les enfants, hein, pas pour tous les ados, hein, mais c'est quand même on va dire un facteur commun. Et il y a cette histoire d'être désagréable, tu vois, de répondre mal, comme si on leur demandait mhm, la lune, comme si tout ce qu'on mhm. leur disait était gênant, désagréable, quoi. D'accord. Donc, qui a besoin de se détacher, le parent ou l'ado? Évidemment, l'ado. Ah, moi, je dis Ah, l'ado, hein, c'est d'accord. évident pour moi. Et le parent n'a pas à se détacher de Le son besoin enfant. de se détacher, le besoin d'avoir un petit peu de Euh, liberté, tu vois. Mais détachement Qui doit émotionnel, se je pense pas. détacher? Il doit, mais je Mhm. pense pas qu'il a envie. C'est juste qu'il est forcé, D'accord. là, le parent. Le parent est forcé de se détacher. Voilà. Il n'a pas D'accord. envie, mais il est Donc, forcé parce que c'est comme ça que j'imagine les ok. choses. C'est comme ça que je vois les choses. D'accord. Donc, Oui. le parent est en souffrance de détachement. Oui. OK. Et l'enfant a ce besoin. Oui. Parce que bah, L'enfant, de ce à que ce j'ai stade, compris, pour devenir mhm, adulte, il a besoin de se détacher de ses parents parce que d'accord. il comprend que lui et ses parents, bah, c'est pas la même chose, c'est différent, qu'il va avoir une autre vision des D'accord. choses. Et puis Mhm, tu m'avais dit dans un épisode que pour lui, le plus important, c'est plus le cercle amitié que le cercle mhm, familial. Voilà, tu vois. d'accord. Donc, dans ce conflit que tu as très bien décrit, Mhm. donc, il y a le parent qui se sent forcé de se détacher. Il n'a pas Donc un envie, peu mais rejeté. Mhm. donc, il n'a pas envie, mais il est forcé de se détacher. Et l'enfant qui exprime Mhm. un besoin de se détacher. Donc, il y en a un qui a un besoin et qui essaie, et l'autre qui lui refuse. Mhm. Et donc, c'est normal qu'il y ait conflit. OK. Oui, mais Donc, ce que pourquoi tu l'autre, me il veut se dis, détacher comme ça brutalement? Attends, OK. doucement. Voilà. Donc, tu me dis, j'ai envie que le conflit, la fragilité, ce sentiment de désillusion, de perte, j'ai envie que ça se passe sereinement C'est ça. et que ça n'explose pas. Oui, on n'est pas obligé d'être désagréable ou de dire des mots méchants, de bouder D'accord. constamment. Ah, et t'as vu l'image D'accord. que j'ai? Ouais. Ça se Ouais. trouve, c'est Non, pas mais comme ça, mais c'est l'image que j'ai en tout cas. mais en tout cas, c'est une Voilà. image, bien sûr, on est Mm. en train de parler de Mm. ce que peuvent penser beaucoup de personnes. C'est du C'est ça. vécu. Là, Mhm. je me moque pas, s'il vous plaît. Oui, Je veux et pas puis je juste. n'invente Moi, pas. C'est j'aime. vrai que je ne le vis pas, mais c'est Exactement. par rapport à Ouais. ce que j'ai pu On- on- entendre, en fait. Exactement. On est en train Mm. d'essayer de comprendre ce qui se passe. Moi, j'essaie un petit peu d'aller, Mm. d'approfondir ou de creuser. Et toi, Linda, tu essaies vraiment de dire, de mettre des mots sur ce qui se ressent et ce qui se vit Oui, en société. voilà. Parce que les parents, c'est ça, ils le vivent exactement comme ça. Donc, il y a ce conflit, les parents d'un côté et l'ado de l'autre, qui ne s'entendent pas sur un besoin naturel, on va dire. Il y a quelque chose qui s'exprime Mhm. qui est lié à l'évolution et au développement de cet enfant qui dérange et qui est difficile à vivre, à digérer des deux côtés. Donc, du côté des parents et du côté de l'enfant, tout simplement, à mon avis, c'est parce que ce processus, lorsque les parents ne sont pas prêts, ils ont l'impression que ça tombe du ciel. Ils ne Mhm. s'attendaient pas à ce que ça arrive aussitôt, parce que on a aussi aujourd'hui ce phénomène que l'adolescence arrive un peu plus tôt qu'avant. Euh, on commence à voir ces conflits-là à partir de 11 ans, de l'âge de 11 ans, alors qu'avant c'était vers 14, 13, 14 ans. En tout cas, il y a de plus en plus d'adolescence précoce et les parents le prennent contre eux.
C'est là où je voulais en venir. Si le parent le vit mal, c'est parce qu'il le prend contre lui. Alors que là, il s'agit vraiment de l'enfant et de son développement. Et l'enfant, à ce stade, au stade de l'adolescence, il vit beaucoup de transformations. Ce qui s'exprime, c'est le conflit interne de l'ado, de l'enfant. C'est quelque chose qu'il vit à l'intérieur. Moi, ce que je réponds aux parents lorsqu'ils me disent, mais mon enfant m'explose à la figure, et mon enfant, il me parle mal, il s'exprime d'une façon très agressive. Souvent, ce que j'entends, c'est il me manque de respect. Mhm. Ma réponse, c'est ça veut dire que votre enfant se sente assez en sécurité pour se dénuder, Oui, pour pas presque. avoir cette décharge, quoi. Voilà, il se sent assez en sécurité pour projeter ce qui lui fait mal, pour dire ce qu'il ressent, même s'il n'en est pas conscient. Mais en tout cas, c'est sa réalité psychique. À ce moment-là, lorsque l'enfant devient agressif ou Mhm. c'est un mal-être psychique qui apparaît à la surface. Et ce que tu me disais, c'est pourquoi il ne fait pas un effort pour réguler ses émotions, puisque pendant toute l'enfance, on expliquait, on apprenait à l'enfant qu'il fallait reconnaître ses émotions, mettre des mots, les réguler, sauf que tout ça, tout ce qui s'est passé pendant l'enfance, justement, était là pour préparer l'adolescence. Et dans psychologie, on dit que l'adolescence, c'est la seconde chance dans le développement de l'enfant. Pourquoi? Ah oui. Parce que tout ce qui n'a pas été, j'utilise beaucoup ce mot, liquidé dans Mhm. l'enfance ou résolu, va exploser à l'adolescence. D'accord. Et tant mieux, parce que ça permet de se réparer, ça permet de revisiter un petit peu son enfance et d'en tirer le meilleur enseignement. Donc, faut pas oublier que c'est une étape du développement. Et pour un ado, c'est un choc. Et même, c'est plusieurs chocs. Parce C'est que, quoi? Le bon, il y choc a de le... quoi? Le choc que Donc, ses quand parents je ne dis soient pas plusieurs... parfaits? C'est quoi le choc de quoi? D'accord. Toi, tu me parles des parents, c'est-à-dire ils prennent tout ce qui se passe contre eux, et moi, je te parle de la réalité interne Oui. de l'ado. Ça veut dire que ça le concerne lui, pas ses parents. Il est Ok. concentré et travaillé et habité par ses propres conflits psychiques, qui n'ont rien avec les parents, puisque c'est une étape du développement. Bien sûr, il y aura des influences de l'environnement, mais en tout cas, quand je dis plusieurs chocs, c'est d'abord il y a le choc biologique, Mhm. parce qu'il y a la puberté et la Mhm. transformation du corps, et que l'ado doit accepter Accepter, et apprendre. s'habituer Voilà. à vivre avec ce corps qui se transforme, cette voix qui change, c'est vraiment un choc biologique. Mhm. C'est-à-dire, son propre corps est en train, il a l'impression qu'il lui échappe. Mutation. C'est une mutation, C'est vrai, en plus, exactement. c'est assez rapide, hein? Françoise Dolto parlait justement de cette mutation en faisant le rapprochement avec le homard. Il disait le homard, dans sa mutation, lorsqu'il devient ce crustacé beau, solide qu'on voit, il traverse une période de fragilité. Pendant la mutation, il devient très fragile. Et à ce moment-là, soit il passe à l'étape suivante de maturité, soit il disparaît, soit il ne vit pas en fait. C'est un petit Mhm. peu une sorte de sélection naturelle. Il y a les plus forts qui Mhm. résistent. Parce que l'adolescence, c'est vraiment, la sortie de l'adolescence, c'est vraiment une épreuve. Ça nous prépare à la vie. Ça prépare l'enfant à la vie. On parle de choc. Il est nécessaire ce choc. Il est nécessaire, c'est la désillusion. Parce que le corps de bébé, de petit enfant n'est pas le même, n'est plus. Il y a une réelle transformation d'abord biologique. Ensuite, il y a une transformation affective ou un choc affectif parce que l'adolescent, ben, il y a toutes ces questions d'amour et d'identité qui surgissent. Les questions que l'ado se pose, c'est qui suis-je? Suis-je aimable? Est-ce que je vais plaire? Est-ce que je vais être capable d'aimer? Où sera ma place dans le monde? Où sera ma place dans la société? Ça, c'est le choc Mhm. social. Mhm. Donc, l'ado est habité par tout ça. Et il sait, il comprend qu'il doit gérer tout ça tout seul. Tout Sa seul, place et dans c'est la pour ça société. que quand il est à la maison,
où il sait que bah, normalement il est aimé, il est en sécurité, c'est là où il se lâche et il explose. Et il explose, exactement, mais ça se passe vraiment comme ça. Parce que Hmm. ce qu'il faut savoir, c'est que l'ado est habité par son image de soi. Il y a ce mot narcissisme, hein, l'adolescent est narcissique, et tant mieux. Le narcissisme est important parce qu'il concerne l'image de soi et c'est une construction fragile chez l'adolescent. C'est pour ça d'ailleurs, ils sont tout le temps en quête de reconnaissance, les réseaux sociaux et tout ça, ils s'intéressent aux apparences, il va passer des heures devant le miroir, la moindre remarque va le déranger, ils deviennent agressifs, mais cette agressivité, c'est pas un caprice, il faut pas considérer ça comme un caprice, non, c'est un vrai cri d'inquiétude. Il dit, mais où est ma place? Est-ce que je suis aimable? Est-ce que je compte? Vraiment, les ados sont en souffrance, mais c'est une souffrance nécessaire pour les préparer à la vie par la suite. Donc, il faut vraiment respecter ça, respecter ce qui se passe et ce qu'ils traversent. On va dire que c'est un passage nécessaire, c'est pas des caprices. Tu sais, ce qui me vient à l'esprit, enfin il y a déjà deux choses, c'est le fait que je pense déjà que certains parents comparent leurs ados à eux-mêmes ados. En mode, tu vois, moi j'ai été quand même respectueuse envers mes parents, j'aurais jamais dit ça à mes parents, j'aurais jamais osé réagir comme ça avec mes parents. Et je pense que c'est là où ça fait le truc de, bah, du coup, bah, je suis pas respectée parce que moi j'ai bien réussi à ne pas franchir certaines limites avec mes parents. Bah, du coup, pourquoi elle, il n'y arrive pas? Puisque moi j'y arrivais Mhm. parce que je Euh, respectais mes parents, tu vois. Je mm. pense qu'il y a de ça un peu aussi, je sais pas, hein, tu me C'est dis. sûr, bien Mm, sûr, les parents se sentent attaqués. Ah, c'est tout le temps. Pendant l'adolescence, mm. ce qui revient chez les parents, c'est vraiment ils se sentent attaqués. Et justement, parce qu'on a dit tout à l'heure, bah, la désillusion, les parents la vivent aussi. Et on avait aussi parlé dans un des épisodes que dans le processus de parentalité, à chaque étape, on va dire, dans ce processus de développement de l'enfant, on a l'impression que le parent régresse un petit peu dans cette période de vie. On va dire qu'un parent devant un enfant adolescent, on a l'impression qu'il revit sa propre adolescence. L'adolescence de son enfant réveille sa propre adolescence, en fait. Ce qu'il a vécu, ça réveille forcément. Donc, à chaque étape de développement, ben, le parent vit une régression. Ça veut dire, Donc, plutôt quand il a un bébé, il réveille sa partie petite enfance, et et c'est c'est tout, quoi. Oui. nécessaire pour qu'il soit aligné et en accord avec le bébé, pour qu'il puisse deviner les besoins du bébé. C'est tout à fait normal. On va dire, c'est la nature. Et pareil, lorsque les enfants deviennent ados, ben, ça réveille un petit peu les tensions qu'ils ont eux-mêmes vécues et leurs propres conflits psychiques. Donc, ce qu'on a, c'est le conflit psychique du parent et le conflit psychique de l'enfant. Sauf que le parent est supposé avoir déjà liquidé toutes ces tensions, ce qui n'est pas toujours Supposé. le cas. Voilà, ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc, ça fragilise la relation. La relation est fragilisée par ce passage puisque même si le parent dit, oui, moi, avec mes parents, j'étais ci, j'étais ça, ben, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de refoulement. Et le fait d'avoir un ado devant soi, et ça n'arrive pas uniquement aux parents, ça arrive quelquefois aussi aux encadreurs, aux éducateurs, aux professeurs, Oui, les qui enseignants. glissent, Ah oui. voilà, qui glissent dans ce conflit. Alors qu'il faut vraiment voir que conflit psychique contre conflit psychique. Qu'est-ce que dans le comportement de cet ado réveille chez l'adulte en face? Donc il faut être, on va dire, conscient de ce qui se passe et faire de son mieux. C'est pas toujours simple, ni pour les Mhm. parents, ni pour les ados. Et ce n'est pas une guerre. Ce n'est pas une guerre de celui qui a raison ou celui qui va gagner. Non, non, les parents sont là pour accompagner leurs enfants dans ce processus développemental. Et les ados ont besoin de leurs parents. Malgré tout, ils restent des figures centrales, malgré les tensions. Et du Et, coup, là, pardon, je vas-y. rajouterai des figures bienveillantes et fermes, parce que la fermeté, ça donne des limites et l'ado a besoin de cette limite-là. C'est là où Donc, c'est il est dur, en hein. recherche de limites. Ah ouais, là, tu me parles d'un sujet, les limites et la fermeté. Oh là Mm. là. Enfin, c'est un curseur qui est, je trouve, moi, en tant que parente, difficile à mettre, hein.
Parce que ils te font sentir que tu es injuste, ils te font sentir que tu Il le faut, exagères. Ils il faut savent pas le négocier, je sentir. te Non. jure, négociateur. Waouh, Ouais, waouh, waouh. ça veut dire que le parent culpabilise. C'est la culpabilité du parent qui fragilise la relation. Que l'enfant vient la mettre à l'épreuve, c'est ça ce qui lui permettra de grandir. Mais l'enfant a besoin d'avoir en face de lui un parent confiant, un parent Mhm, bienveillant, un parent ferme, parce que le parent est supposé avoir déjà traversé ça. Est supposé savoir que c'est une étape, que c'est pas pour l'éternité. mhm, L'enfant, lui, l'ado, est enfermé dans cette temporalité du maintenant. Il s'imagine que toute sa vie se ça va résume être comme ça. à ce conflit Mhm, psychique interne et que, alors qu'il est dans une période de grande fragilité, il manque de confiance en lui, en son image, puisqu'il est en train de la découvrir, cette image mhm, et ce corps. Et il s'imagine que ça sera toujours comme ça. Et tu vois ça dans les conflits entre ados, parce que souvent les conflits tournent autour de l'image, de l'estime, de il m'a dit ça, il m'a fait cette remarque. Ils sont tous mhm. fragiles, on va dire. Ils sont Il y a beaucoup tous, de ils comparaisons, hein, traversent, de jugements. voilà, ils On traversent pointe le la moindre même petit vulnérabilité. complexe, le moindre truc qui va pas. Exactement. C'est bon, c'est un complexe, c'est la fin du monde. Justement, Dolto disait le complexe du homard. Elle l'appelait le complexe du homard, cette Hmm, traversée et cette d'accord. transmutation. Ouais, je t'en parle parce que des fois, je me rappelle certaines choses. Enfin, j'avais certains petits complexes, mais je me dis, mais franchement, mais qu'est-ce qu'on s'en Mhm. fiche maintenant, tu vois? Mhm. Oui, bien sûr. Heureusement, d'ailleurs. Exactement. Et Oui. c'est, voilà, le complexe, c'est la recherche de perfection, en Mm. fait. Et l'adolescence est censée nous entraîner à accepter la perte, à accepter la désillusion et surtout à faire le deuil de la perfection. C'est-à-dire que la perfection, c'est un peu l'enfance. C'est on est le centre du Oui. monde. Et Et donc, puis, un enfant, c'est mignon, tu vois. voilà, exactement. Et donc, la perfection, autant pour les parents que pour les enfants. C'est-à-dire, l'enfant découvre que finalement, il n'est pas parfait. Mhm. Et Et ça met, apprendre à s'accepter, à s'aimer malgré les oui. imperfections. Mm. Et ça met les parents en face de leur propre imperfection. C'est-à-dire, finalement, moi qui a investi l'enfance à fond pour avoir un enfant équilibré, pour éviter tout ça, et ça m'explose à la figure. Ça veut dire Mhm. que j'ai manqué quelque chose, parce que ce qui nuit à la relation, c'est la culpabilité des parents. Au lieu de dire c'est normal, oui, bien sûr, au contraire, bien au contraire, c'est un signe que l'enfant va bien. C'est-à-dire qu'il est en sécurité, assez en sécurité. Ça veut dire Ah. que la relation est saine. Mon enfant est assez en sécurité pour exprimer son malaise en ma présence. Les parents, écoutez bien et répétez-vous ça. Et moi aussi, je dois me répéter ça. Parce que je vous ai dit, je le vis pas, j'ai pas d'ado, mais un de mes enfants, je me suis toujours dit, hein, je dis à mon mari, on dirait qu'on a un ado. Franchement, depuis tout petit, tout petit. J'ai l'impression qu'il se comporte comme un ado. Donc, quand mon enfant, mon ado, pique des crises et se comporte en parenthèse, entre guillemets, mal, je dois me dire, c'est pas parce qu'il se sent en sécurité avec moi. Mais malgré tout, je me le dis, mais c'est dur à vivre. C'est dur. C'est dur parce que oui, il y a toujours cette Oui, question, qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce que j'ai mal fait? J'ai tellement fait, enfin, j'ai fait au mieux. Et malgré ça, il y a ces réactions, tu vois. oui, Mhm, c'est la culpabilité des parents qui nuit à la relation. Les parents doivent être solides, doivent vraiment tenir. C'est une épreuve autant pour l'ado que pour ses parents. Et la remarque que tu as faite, on l'entend souvent. On entend souvent les parents dire, quand il est chez les autres, c'est un ange. Quand il mhm, est à l'école, il est calme. Dès qu'il mhm, rentre à la maison, c'est l'explosion. mhm. Mais en fait, c'est exactement ça. C'est C'est parce qu'il se exactement sent ça. en sécurité, parce qu'il est bien, ben, qu'il peut enfin se laisser aller et se détendre. Donc c'est sa façon, lui, de se détendre. Je sais, Leïla, tu sais, je me le dis, hein, mais et tant mieux, des fois je me dis tant mieux qu'il se comporte bien à l'extérieur et qu'il fasse pas des crises pareilles, des colères pareilles à l'extérieur. Et je me dis, c'est très bien, vaut mieux qu'il les fasse à la maison avec nous. Mais c'est vrai que je me dis, ça veut dire qu'il va pas bien à l'extérieur. Tu sais, et c'est là, il y a Non, l'inquiétude, la culpabilité, tu vois. non, 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 Ouais. ça veut dire qu'il fait un travail de Mhm. régulation émotionnelle. Pendant le développement de l'enfant, le développement émotionnel, l'enfant apprend à reconnaître ses émotions, vraiment à mettre Mhm. des mots dessus et à les réguler.
C'est Oui. important. Pour vivre Mhm. en société, le développement psychosocial de l'enfant tourne autour de ça. C'est réguler mes émotions pour pouvoir vivre en société. Mhm. Donc la Complètement. société me met des limites, les autres me mettent des limites à l'école, avec les copains, dans la cour de récré. Toutes les règles à Voilà. respecter. Et c'est Mhm. important parce que pour vivre en société, on va dire en sécurité dans la société, on est obligé de respecter les règles. Et c'est un entraînement, ce n'est pas du jour au lendemain. Donc c'est un entraînement, ça veut dire qu'il est conscient qu'il vit en société. Et c'est normal qu'il fasse lui-même ce travail Mhm. de régulation. Et c'est important, ça veut dire que ça sera un bon citoyen. J'espère bien. Même si la partie en moi, je veux la partie en moi un petit peu, genre qui pense à elle-même, je veux juste qu'il soit bien avec moi, tu vois. Qu'on ait une Bah oui, relation c'est. agréable, fluide. Voilà, t'as compris. Mais alors, Ouais. avant de passer au fait de parler aux défis spécifiques aux familles de double culture, j'aimerais quand même qu'on aborde deux points qui me sont venus à l'esprit. Tout à l'heure, j'avais dit que j'avais deux points, mais là, j'ai eu un troisième que tu vas adorer, je suis sûre, Leïla. Ça ne durera pas longtemps, je pense, mais voilà. Déjà, le deuxième, on a commencé à en parler, c'est le fait que, en tant que parent, on pense bien faire pour ses enfants. Donc, c'est là où on ne comprend pas les réactions parce que quand on leur demande de faire certaines choses, c'est parce qu'on se dit que c'est pour leur bien. Bon, en grandissant, je me dis, les parents n'ont pas toujours raison finalement, mais ça c'est hein, un truc à part, à voler à part. Mais en général, quand même, tout ce qu'on fait, Mhm. en tout cas, on pense que c'est pour leur bien. Quand je dis à mes enfants, vas-y, fais tes devoirs, j'insiste, tu fais tes devoirs, ou tu ranges ta chambre, ou tu fais ça, ou tu fais ça, c'est parce que j'estime que c'est important, que je lui explique que c'est important, parce que j'estime que, voilà, que c'est la chose à faire pour son avenir, pour sa vie actuelle et que ça fait partie de l'éducation, tout ça, tu vois. Et bah là, l'enfant, il t'en veut parce que tu l'obliges à faire ci, tu l'obliges à faire ça, et lui, il ne veut pas. Genre, je ne veux pas. C'est ma vie, je fais ce que je veux, en gros, tu vois. Et vu qu'en tant que parent, pour nous, tout ce qu'on fait, c'est pour son bien, on a l'impression de lutter, d'avoir des réponses négatives, des fois violentes, des fois agressives, bref. Je ne sais pas, hein, et je pense qu'il y a différents types de réponses selon l'humeur de l'enfant, selon l'enfant lui-même. Hein. Quand je dis enfant, enfant ado, hein, parce qu'un ado, ça reste un enfant, on va dire ça comme ça. En tout cas, c'est l'enfant de ses parents. Et je pense que c'est ça qui fait aussi Ben, mal aux oui, parents. Mm. ouais, mais il y a quand même une différence dans le rôle des parents euh, pendant l'enfance et à l'adolescence. C'est pas du tout le même rôle. Mhm. Donc, il y a l'éducation, bien sûr, se fait quand l'enfant est petit. Elle se fait par la répétition. Dans ce que tu décris, moi j'entends deux besoins, le besoin de l'enfant et le besoin du parent. Il faut toujours les prendre en considération, les deux besoins. Mhm. Donc, au début, bien sûr, là, on parle de parents aimants. Donc, les Mhm. parents essaient de faire de leur mieux. Ils aiment leurs enfants. Donc, il n'y a Mhm. pas de souci à ce niveau. Ce sont deux êtres différents, mais ça reste quand même deux sujets. Deux sujets avec des besoins différents, avec des envies différentes, mais les deux ont des émotions qui se respectent. Mhm. Et il est important de respecter l'intégrité à la fois physique et psychique de l'enfant. On avait fait un épisode sur les violences éducatives ordinaires, Mhm. c'est-à-dire il est important de respecter, d'être dans le respect et avoir une relation qui respecte la dignité de chacun, et la Mhm. dignité du parent et la dignité de l'enfant, quel que soit son âge. L'enfant pose des limites. L'enfant, lorsqu'il sent que son besoin n'est pas écouté, il refuse. Il pose ses limites. Quand il J'attends la suite avec s'agit impatience, vas-y. voilà. Lorsqu'il Hein. s'agit de ranger la chambre, c'est le besoin de l'enfant ou le besoin du parent? Vraiment, il est très important de poser les deux. Quel est le besoin de mon enfant à ce moment? Quel est le besoin du parent à ce moment? Bien sûr, un enfant dont les besoins n'ont jamais été pris en compte et si les besoins émotionnels du parent sont prédominants, bien sûr que l'enfant va développer une résistance. Si on dit souvent que l'enfant qui arrête de coopérer est un enfant qui a trop coopéré, qui Mhm. n'en peut plus, parce qu'on n'est pas là pour demander à ce que l'enfant obéisse, on est là pour transmettre quelque chose, pour préparer l'enfant à la vie. Qu'est-ce qu'on lui transmet? On lui transmet qu'il est tout le temps dans la soumission, il doit étouffer ses propres besoins et C'est pas qu'il ça, il justement, peut Leïla. être en désaccord. Oui, Il peut mais être quand en tu lui désaccord. demandes de ranger sa Mhm. chambre, justement, c'est pour le préparer à sa vie d'adulte où bah, il va avoir un foyer à peu près rangé quand même, tu vois.
C'est ce que je me dis. Une vie d'adulte, oui, mais c'est pas la vie d'adulte ne se résume pas à ça. Bah non, La mais vie ça en fait d'adulte se partie. résume à un être humain qui se respecte et qui connaît ses limites et qui les exprime pour que les Mhm. autres les respectent. Si je dis à mon enfant, non, ça y est, il n'y a plus rien qui compte, il n'y a que ta chambre qui compte, il n'y a que le rangement qui compte, ça veut dire que je l'isole de la vie. Non. Non, il faut vraiment être à l'écoute. Quelles sont les priorités? Quelles sont les valeurs fondamentales? Qu'est-ce que je suis en train de transmettre? Que pour vivre en société, il faut être un être humain soumis, que le jour où tu auras un patron, tu n'auras pas ton mot à dire. On est en train de préparer des citoyens, Je vois très bien, pas Leïla, des mais tu vois. esclaves. Mais du coup, c'est quoi le contraire, hein? On parle là, par exemple, d'histoire du rangement. Donc, Mhm, je n'insiste pas trop. On va dire que je l'oblige pas, parce qu'en en vrai, obliger, on peut pas obliger, hein. Si c'est non, c'est non. Et hein, il va pas, mhm, s'il veut pas ranger, bah, ça va pas te ranger. Mais ça veut dire que moi, je veux préparer une vie d'adulte où il s'occupe un peu de son mhm, foyer et range un peu quand même, que ce soit vivable, parce que une maison à peu près rangée, en papa, d'un truc nickel, parfait, c'est aussi se respecter, se vivre dans un endroit respectable, on va dire. Et l'idée est partie, mais j'espère qu'elle va revenir. Ça veut dire quoi? Qu'au bout d'un moment, voilà, ça veut dire qu'au bout d'un moment, la chambre, elle est tellement insupportable que la maman, mhm. on va dire, elle va ranger. Ça veut dire que je lui apprends quoi? Que quand il fait pas, quelqu'un d'autre va le faire à sa place, tu vois. Insupportable pour qui? C'est insupportable de passer par une chambre où tu peux même pas Pour marcher, qui? où Pour tu peux qui? pas marcher. Bah, ça doit être Écoute, insupportable. Enfin, pour les parents, c'est sûr, mais écoute, pour la Linda. des parents, tu penses pas que pour l'enfant, l'adolescent, ça devient insupportable au bout d'un moment Non, quand il cherche une on affaire parle qu'il la pas trouve pas? non, on parle pas d'adolescent, parce qu'à l'adolescent, tu rentres même pas dans sa chambre. Adolescent, Yeah. non, non, on parle vraiment des... Parce que ado, la question ne se pose même pas chez l'ado. Ah Mais par ouais. contre, Hein. chez l'enfant, il est important d'expliquer qu'il dans une maison, il y a des espaces de vie commune Oui, et des espaces privés. Déjà, rien qu'avec cette notion, l'enfant apprend qu'il y a une sphère publique et une sphère privée. oui. Lorsqu'il s'agit du salon, tu ne peux pas laisser tes affaires traîner dans le salon parce que nous utilisons tous le salon et sans que ça dérange le reste de la famille. Donc, Mhm. déjà deux sphères et puis il y a ta sphère privée, ta chambre, tu fais ce que tu veux dans ta chambre. Regarde comment c'est rangé ailleurs. L'enfant observe, il apprend, il regarde. Il n'a pas besoin qu'on lui répète tout le temps et qu'on soit derrière lui. On lui explique la règle une fois. Le plus important, c'est de répondre à ses questions. Lorsqu'il vient te dire, je ne trouve pas Mhm. mes affaires, est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu veux que je te montre? C'est-à-dire qu'il est pris en considération, qu'il est pris en compte, l'enfant, qu'on lui fait confiance, qu'on sait qu'il est capable. Si tu fais tout à la place de l'enfant, c'est-à-dire le message que tu lui envoies, c'est que tu es incapable de comprendre ce qui est bon pour toi. À chaque fois qu'on fait quelque chose à la place de l'enfant, on le prive d'une occasion d'apprentissage. Et il a besoin de perdre C'est ses ça. affaires. Et il a besoin de ne pas les retrouver. Il a besoin d'être dans le désordre pour apprendre l'ordre. Mais tu te dis Il pas ne que peut ça peut pas durer des apprendre sous pression. années et des années, ça? Ça, c'est la peur c'est la peur du parent. L'enfant apprend les choses qui lui sont utiles. C'est très simple. Les enfants apprennent les choses qui leur sont utiles. Il apprend à réguler ses émotions à l'extérieur parce que ça lui permet Mm. d'appartenir à une société, d'avoir des amis et de vivre en société. Et il Mhm. apprend à ranger lorsque, il a fait cette expérience de ne pas retrouver ses affaires plusieurs fois. Il apprend à mettre sa veste en sortant parce que là, il y a beaucoup de bagarres autour de ça. Il fait froid, il ne veut pas mettre son Oui, manteau. Il oui. apprend lorsque il tombe malade une fois et deux fois, et après, lui-même, il va commencer à chercher son manteau. Il faut leur faire confiance. Ces enfants, on ne les a pas créés. Les enfants, ils sont venus au monde avec un cerveau et des gènes qui ont enregistré toute l'expérience de l'humanité. Ils sont outillés. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont l'histoire de l'humanité dans leur petit corps. Il y a Mm. beaucoup d'informations. Ils viennent au monde avec beaucoup d'informations qui ont été Oui. transmises de Mhm. génération à génération. Et on s'étonne à chaque fois de dire, ah, mais cette génération, il a l'air très futé, très en avance. Mais bien sûr. Et donc, les parents, lorsqu'ils voient ce bébé, ils s'imaginent qu'ils vont le formater. Ils oublient qu'il est venu au monde avec tout ce qu'il lui faut. Mais c'est très bien ce que tu dis, la formater. Tu sais pourquoi?
Parce que, en tout cas culturellement, je ne sais pas dans les autres pays, et je pense qu'il y a quand même un trait commun un peu partout. En tout cas, c'est quelque chose que je vois en Europe. On a ce truc de un enfant doit être comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Et du coup, quelque part, tu essaies de formater ton enfant pour qu'il soit à l'image que tu veux. Bien sûr que ça n'arrivera pas, mais je pense que la société même nous demande de formater nos enfants autant que possible. Tu penses pas, Il faut toi? rester, comment dire, il faut rester conscient et Mm. ouvert. Lorsque tu as parlé d'Europe, c'est pas partout en Europe, hein. En Je Europe sais du pas, c'est ce que je Nord, te dis, ouais. je ne connais Non. pas. Voilà. En Ouais. Europe du Nord, c'est pas du tout le cas. Mhm. Un enfant vient au monde avec beaucoup de connaissances. On est là pour accompagner les enfants, pour prendre soin d'eux, pour les préparer à la vie. Mais il n'y a pas que nos connaissances. L'enfant vient avec ses sens. D'abord, ce sont Mhm. ses sens qui lui permettent d'apprendre. Il apprend le chaud et le froid, il apprend l'air et le liquide, il apprend beaucoup de choses indépendamment de nous. Il est outillé. Les enfants euh, ont un sens d'observation extraordinaire. Ils captent, les enfants captent beaucoup d'informations, de tout type d'informations, Mhm. sensorielles, et ils arrivent à analyser tout ça et à prendre ce qui leur sert. Mais tu vois, Ils ça me apprennent permet... par Vas-y. l'observation. L'enfant est capable d'apprendre par lui-même. Et d'ailleurs, il apprend beaucoup de choses, beaucoup plus de choses par lui-même, Par l'expérimentation, analyse, par l'observation, par observation. Oui. l'imitation. Mm. Et ça, enfin, c'est vrai qu'en Europe du Nord, on l'a compris. Mm. Et dans les anciennes civilisations, on l'avait compris déjà à Aussi. l'époque. Oui. L'enfant était un être sacré. Et le parent est là pour poser les limites, ses propres limites. Pas les limites à l'enfant, ses propres limites. Et l'enfant comprendra. Mm. Si une maman dit, moi, quand je suis dans ma chambre, je ne veux pas être dérangée, elle est en train de poser sa propre limite. Et l'enfant Mhm. comprend. Il y a une différence entre voilà ma limite en tant qu'adulte, c'est-à-dire à ce moment-là, on devient un modèle pour cet enfant. Ça veut dire, il est de ma responsabilité de poser mes limites et d'en informer les autres. Oui. Voilà ce qui se transmet. Tu vois, ça Et me je dis permet... toujours aux Ouais. parents, vas-y, je t'en prie. Non, fini. Et comme ça, il faut que je comprenne juste quand tu as Oui, fini pour que j'enchaîne. ok, Vas-y. d'accord. En fait, je dis toujours aux parents, lorsqu'il y a quelque chose qui vous pose problème et qui passe pas, dans la relation, posez-vous la question, qu'est-ce que je suis en train de lui transmettre Mm. avec tel comportement, avec telle attitude? Qu'est-ce que je transmets à mon enfant en message implicite? S'il fait une résistance, c'est que soit il a beaucoup coopéré et qu'il n'en Mhm. peut plus, soit ça ne lui convient pas. Il y a quelque chose qui le heurte et il faut l'entendre. Ok. Très bonne phrase à retenir. Qu'est-ce que je suis en train de transmettre? À retenir, à se répéter dans tous les moments où, en tant que parent, on est chamboulé émotionnellement. Retenez ça, les parents. Donc, je disais, la question précédente là, que je t'ai posée me permet de aller plus dans la précision et justement d'aller vers la double culture et la culture maghrébine. Est-ce que justement dans la culture maghrébine, algérienne, marocaine, tunisienne, Mhm. on est plus dans quand on a un enfant, on cherche à le formater d'une certaine manière. Mhm. Moi, je pense que D'accord. oui, hein, Ça, mais j'attends ton avis. on en a parlé dans les épisodes précédents euh, sur le besoin d'appartenance. Mm, On avait parlé de besoin d'appartenance. Ça, c'était dans la culture maghrébine et même partout dans le monde parce que les sociétés évoluent, l'humanité évolue et lorsqu'il y a une évolution, elle touche la planète. Donc, à un moment donné, il y avait des sociétés qui fonctionnaient au tribal, en fait, mm, en termes de clans. Il y oui, avait des clans et il était très important d'adopter de faire tout ce que le clan attend de toi. C'était ça la force. Presque ta survie dépendait du clan. C'est-à-dire, ce que tu appelles formaté, c'est-à-dire il y avait des règles et tout le monde devait suivre la même règle. c'est Et ça. si tu faisais exception, tu étais à l'extérieur, tu étais rejeté du clan. Et Et si si tu tu es permets, rejeté au... et si Mhm. tu permets, dans l'histoire, la maghrébine, c'est très récent. C'est encore même le cas. Il y a encore des Mhm. villages, il y a encore des choses comme Mhm. ça. Donc, Bien c'est sûr, pas il y a des l'histoire ancienne, là. régions.
Continue. Voilà, il y a des régions, et avant ces régions-là, c'est par ces villages se faisait la guerre, et il fallait trouver une appartenance. Une appartenance qui te permettait d'être en sécurité, qui te donnait la force, qui te donnait la possibilité de vivre, possibilité d'habiter ce monde. On ne pouvait pas le faire autrement. Il y avait un seul modèle, et c'est pour ça, on avait parlé concernant les enfants. Avant, les parents ne se cassaient pas autant la tête parce qu'une règle, c'était une règle commune. L'enfant Mhm. allait vérifier la règle chez Mhm. les voisins, c'était pareil, chez les cousins, c'était pareil. Mm. Donc, il devait s'y conformer pour justement appartenir à cette famille, à ce clan, à cette tribu, à ce village ou à cette ville ou à cette culture. Aujourd'hui, partout, il y a une transformation. Donc, les valeurs, chaque famille a ses propres valeurs, ou on va dire privilégie certaines valeurs. Il y a cette diversité que personnellement je trouve extraordinaire. Ça veut dire il y a cette liberté de choix. Donc, on ne peut plus suivre juste, on ne craint plus rien, hein. C'est là où je veux en venir. L'enfant, quand il te... Attends, on est censé ne plus rien craindre, mais je pense que la réalité dans mais les c'est familles, elle est pour... différente. Mais Les je familles parle restent de un ton petit peu enfant. souvent dans ce Je système. pense, Vas-y. oui, non, moi je parle de ton enfant. Non, Ah ton ah. enfant n'a plus rien à craindre Oui, ne pas te oui. suivre. Mhm. Donc tu focalises sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la relation. Comment préserver la relation. Et ça devient l'objectif. L'objectif n'est plus comment faire que mon enfant suive à la lettre ce que je fais parce que je suis habité par les peurs d'exclusion et d'abandon de ma tribu et de mon clan. La préoccupation devient comment faire pour garder ou pour Mhm. construire une relation solide et durable avec mon enfant. Et ça ne peut passer que par le respect des besoins des uns et des autres, par la clarté, par les bases fondamentales de l'éducation dont on a parlé, qui sont l'authenticité, la cohérence, la responsabilité et le respect de l'intégrité physique et psychique de chaque membre de la famille. Donc, la cohérence, le parent doit être cohérent et clair. Le parent doit être authentique. Quand il dit j'ai un problème avec le rangement, moi j'ai un problème avec le rangement, Mhm. pas toi mon fils, pas toi Mhm. ma fille. Moi je le supporte pas. Je range Ma on va dire partie. mon espace. Voilà, je range mon espace. Ok. Et toi mon enfant, tu es différent. C'est marrant parce que du fois, ça m'arrive de prendre le temps de ranger justement leur chambre à eux parce qu'à un moment donné, je trouve ça insupportable. Rarement toute seule. En général, j'essaie de faire en sorte qu'ils participent, tu vois. Et Mhm, bah, j'ai plus le temps pour ranger la mienne, tu vois. mhm. Et en plus, je Ouais. leur dis, limite, je cherche à les faire culpabiliser, tu vois, bah, Oh je peux là même là. pas ranger ma chambre maintenant. Et Non, tu juste crois quoi? On range n'est pas ta des parents chambre. parfaits, on fait des erreurs aussi. Voilà. Range tes chambres, Donc, ton je retiens cette espace. leçon. Je prioriserai toujours la mienne avant de passer à la leur. C'est vraiment être authentique, voilà, être Ouais, vraiment cohérent et authentique. ouais, Je ouais. fais les choses pour moi, parce que tu as dit, parce que j'ai envie que mon enfant soit responsable. Tu le fais pour toi, en fin de compte, pas pour lui. Je veux qu'il mène une vie, qu'il soit respecté, qu'il Oh, puisse... oh, Parce que tu as parlé de respect. Bon, je le c'est dis de pour toi. moi, de la vie familiale et de lui aussi parce que je me dis mince, parce que j'ai eu cette réflexion un Mhm. jour, il s'est endormi et la chambre, elle était en bazar, mais je me dis en fait, je lui apprends quoi là? Que c'est normal de dormir dans une chambre mais en total bazar? Je me dis mais en Mhm. fait, ça devrait faire partie de l'éducation que de lui Oui, pour toi, apprendre c'est qu'on pas dort pas dans respectueux. une chambre complètement en bazar. Qui a Tu dit vois? ça? Qui a dit ça? Mais moi, je me suis Dormir dit est un ça. besoin vital. Ranger une chambre, c'est pas un besoin vital. Ça, j'ai compris. D'ailleurs, D'ailleurs, je le dis à Leïla là, par rapport à l'intervention qu'elle a eue juste avant là, que je dise tout ce que j'ai dit là tout de suite. Je te regardais parce que moi je te vois, hein. Et je t'écoutais et je me disais, et là je vais le dire en dérégé algérien, Leïla Harba. Je sais pas comment dire en français pour que ça exprime la même chose. Si tu trouves la traduction, dis-le. Ah oui, je pense qu'il y en a certaines, il y en a plein là qui se disent, mais Leïla Harba. Non, mais une fois, tu m'as dit directement.
Oui. Tu parles de ces choses-là parce que tu as vu que c'était possible. Et c'est vraiment ça. La seule différence, c'est que moi, j'ai vécu en Allemagne et j'ai été très proche de la culture nordique et j'ai vu comment ça a fonctionné. Mhm. J'ai fréquenté des écoles alternatives. Oui. Je viens du Maroc, je vis en France, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai vécu en Angleterre. Donc, je sais les différentes expériences. Je les ai vécues. C'est Je te ça. parle d'un vécu. Et moi, j'ai la bulle, hein. Moi, j'aime bien parler des bulles. J'ai la bulle algérienne, j'ai la bulle française, même pas si française que ça non plus, hein. En tout cas, voilà. J'ai pas de généralité en tête sur comment vivent les Français chez eux. Mais voilà, donc c'est vrai que toi, clairement, tu as vu beaucoup plus de possibilités, Voilà. ce qui Et on peut permet, faire autrement. Mm. voilà, qu'il y a Mm. le moyen de faire autrement, on a le droit de faire Mm. autrement. Et la Bien sûr. norme n'est pas la norme maghrébine, quoi. Eh ben, Hmm. elle change. La norme évolue. Je veux dire, aujourd'hui, Même dans le maghrébine, tu veux Maghreb, dire. Oui, voilà, oui. au sein même du Maghreb, la norme a Hmm. changé. Bien C'est sûr. plus les mêmes priorités, bien sûr, parce Mhm. qu'on n'est pas coupé du monde. Le monde Mhm. évolue et on évolue aussi avec le monde. Précision, si jamais il y a des non-maghrébins qui nous écoutent, nous, on a été élevés dans la maison, le foyer doit être nickel, doit être tout rangé, tout propre, chaque chose à sa place, pas trop il n'y a pas d'encombrement, en général, en tout cas, j'ai jamais vu d'encombrement, genre trop d'affaires, il n'y a pas de trop, tout est propre, voilà. Donc, c'est vrai que c'est l'image qu'on garde, et dès qu'on n'est pas dedans, moi en tout cas, dès que je suis pas dedans, il y a cette histoire de se sentir pas à la hauteur, des choses comme ça, et qu'on veut aussi inculquer ça à nos enfants. Ok, on veut pas être aussi strict, aussi rigide que nos mères, en mode vas-y, tout doit être nickel, mais c'est vrai que quand c'est trop le bazar, c'est vite insupportable, quoi. Oui. Donc là, on arrive à comment faire. Voilà. Comment faire avec les C'est- ados? Comment faire avec les ados, notamment avec avec les questions ados tout court et avec les Mhm. questions quand même d'aide culturelle parce qu'il y a des défis en plus. Et je me demande même si on ne devrait pas faire un épisode tout seul, qu'est-ce qu'on dit, pour les défis adolescents quand on est d'une double culture. T'en dis quoi? Ben, en fait, c'est la même traversée, on va dire, pour tous les adolescents du monde. Il y a des choses qui ont changé. Euh, Tu sais, Artaud, dans les anciennes cultures, il y a toujours eu les rites de passage. Mhm, Les rites de passage, on les retrouve un peu encore dans les tribus africaines et peut-être aussi en Amérique du Sud. Après l'adolescence, il y avait toujours soit un combat, soit en tout cas des rites de mhm. passage qui marquent le passage de la vie, on va dire, d'ado, de jeune à la vie d'adulte. Et c'est comme ça qu'il faut voir l'adolescence. L'adolescence est une traversée, ce n'est pas une maladie. Heureusement, attends. Oui, oui, ça, c'est tout, hein, ça va. D'accord? Et voilà, c'est C'est pas une un maladie chronique. automatisme. Non, non, et c'est un processus d'autonomisation pour que les deux enfants deviennent autonomes, responsables, prêts à vivre en société. Et donc, pour arriver à l'âge adulte, et pendant l'adolescence, ils font des allers-retours. Tantôt ils se comportent comme adultes, tantôt ils ont des besoins d'enfants. Donc, ils sont là, ils veulent l'indépendance, mais en même temps, ils veulent la sécurité. Donc, ils font des allers-retours pour arriver à l'automatisation et c'est tout à fait normal. C'est classique, c'est comme ça que ça se Ah, passe et c'est ça pour se passe pas ça. autrement. Parce que moi, quand je suis des fois en mode rigide, parce que ça peut m'arriver hein, d'être rigide dans ma tête, quand je vois, genre, tu vois, les gens qui disent, ouais, 18 ans, adulte, 19 ans, adulte, je fais, quand on est adulte dans tout, voilà, enfin, c'est pas que dans les droits, hein, c'est dans les devoirs aussi, être adulte, tu vois. Donc, C'est des ça allers-retours s'explique d'ailleurs. là, c'est des allers-retours, ok. Exactement. Et puis la maturité Oui. du cerveau, aujourd'hui, c'est 25-26 ans. Mm. Avec l'imagerie, on a compris que le cerveau continue à se développer jusqu'à l'âge de 25-26 ans. Tu leur Et diras que Linda le savait déjà. euh, Oui. tu vois, donc, ben, il y a ça. Encore aujourd'hui, dans beaucoup de pays, la majorité, c'est 21 ans. Moi, personnellement, je trouve que 18 ans, c'est très tôt, mais bon, Moi c'est aussi, une, oui. le rôle des parents, quand les enfants sont tout petits, les bébés, on dit que pendant, on va dire, les 6 premiers mois de la vie de l'enfant, le bébé a besoin d'un amour inconditionnel. C'est-à-dire, il a besoin de ressentir la présence de ses parents d'une façon inconditionnelle. Ça veut dire que les parents font passer les besoins du bébé avant les leurs. Et ça ne dure que les 6 premiers mois. C'est pas sain quand ça dure plus que ça. C'est-à-dire, on considère qu'à 6 mois,
il a eu le temps de s'adapter un petit peu à l'environnement. Et qu'à partir de 6 mois, on commence à mettre en place des petites frustrations, on lui demande d'attendre. Voilà, on n'est pas à son service. Mais Message à toutes les mamans qui veulent rien faire pour elles parce que leur enfant ne peut pas rester une fois par mois, une fois l'année à la cantine. Parce que non, c'est mon enfant, il peut progressif. pas. Non, voilà. Progressif. Il faut garder en Oui. tête qu'on prépare l'enfant à la vie en société. Mhm. Donc, progressivement, et cette, on va dire, cette base de sécurité qui est les 6 premiers mois, elle donne quand même un sentiment de sécurité très important pour le reste de la vie. Donc, d'abord ça, bien sûr, on n'en parle pas. Après, il y a une autre chose à faire. Là, on a parlé d'amour inconditionnel pendant les 6 premiers mois de vie de l'enfant. À l'adolescence, l'enfant ou l'adolescent a besoin d'un support inconditionnel de ses parents. Et je trouve Donc, ça le génial. rôle, Honnêtement, je dis pas, hein, peut-être que j'ai trop critiqué là ou tout, et tout, mais honnêtement, c'est quand même ma vision des choses. Pour voilà. moi, le parent doit être là pour en support, quoi. Le support, ça veut Ouais. dire quoi le support? D'abord, accepter que ce qui se passe n'est pas contre le parent. L'enfant traverse une phase de développement. Les provocations et les excès, faut les tolérer parce qu'elles sont un peu, enfin, elles sont passagères. Il faut pas les fixer. Il faut pas leur donner trop d'importance. Il faut pas les prendre contre soi. L'enfant a besoin de projeter un malaise du conflit qu'il traverse, hein. On a parlé de conflit, de choc psychologique, psychique, pardon, social, biologique, tout ça, l'enfant est traversé par ça. Alors, comment être le supporteur inconditionnel de son enfant? Bah oui, parce que je veux savoir, hein, parce qu'il y a l'histoire des règles. Après, on fixe des règles, on fixe pas des règles. Comment être flexible dans les règles? Il y a toute la question qui vient avec, hein. Moi, j'aime bien une expression que Jesper Juul, qui est un pédagogue danois, qui est décédé. Jesper Juhl, aux parents d'ados, il dit il faut se comporter comme un sparring partner. Sparring partner, c'est le compagnon de jeu dans la boxe. Tu vois, le boxeur qui entraîne le champion. Voilà, le Le champion, coach il de a toujours boxe, c'est ça? le coach, voilà. Ok. Le coach de boxe. Le coach de boxe, il entraîne un champion et il l'entraîne à cogner. Et il est là, il évite un peu le coup, il va pas lui faire mal. Le Mhm. coach de boxe, il va pas faire mal à Ouais. son champion. Il est en train de le préparer Au coup au qu'il pourrait championnat. recevoir, finalement. Voilà. Donc il esquive, mais il est là. Il est solide. Il est là, il est solide, il bouge pas, il laisse pas tomber, il est tout le temps là. Il encourage son champion, même en cas de défaite. Il l'encourage, il est derrière lui, il lui donne confiance, malgré les épreuves. Donc, il est là, il soutient, il esquive quelquefois et il transmet quelque chose à son champion. Il lui transmet, bah, il reste, il résiste. Et il y avait un autre thérapeute qui disait, le rôle des parents, c'est de résister, de tenir pendant l'adolescence, parce que c'est une Fallait le traversée. dire aux parents avant qu'ils aient des bébés. Voilà. C'est une traversée, il faut Mm. résister. Il faut résister, mais ça ne veut pas dire tout prendre. Non, non, il faut bien sûr exprimer ses limites. Quand on est en désaccord, il faut l'exprimer, mais ça n'empêchera pas l'enfant d'aller expérimenter par lui-même. Et le plus important, c'est qu'il puisse partager ses défaites avec ses parents. Ce qui fait grandir et qui permet d'apprendre à l'ado, c'est qu'il puisse venir vers ses Mhm. parents et leur raconter ses défaites en toute confiance, en sachant qu'ils vont pas être jugés. J'espère bien et je sais que c'est difficile pour beaucoup de parents, hein, ça c'est certain. Moi, j'espère pouvoir être dans ce modèle-là, mais je me mets à la place de l'ado qui a une défaite liée à une règle qu'il n'a pas Mm. respectée. J'imagine que ça doit être dur pour Bien l'ado sûr. d'aller, Ouais. enfin, d'aller raconter quoi que ce soit aux parents, tu vois. Quand l'ado se sent en confiance, il vient vers le parent. Il vient Oh, en pleurant vers le parent en disant, je sais que tu ne vas pas être d'accord, mais voilà ce qui m'est arrivé. mm, très Et bien. là, la seule chose qui doit traverser la tête du parent, c'est qu'est-ce que je peux faire pour toi? Voilà la question. Et le parent doit se dire,
Il a enfin appris. C'est ça. Heureusement, Et pour moi, honnêtement, heureusement. c'est la meilleure Mm, manière de protéger ses enfants, c'est de pouvoir être au courant, en fait. mm, Mm, mm. c'est ça. Donc, on dit souvent qu'un parent qui, on va peut-être finir par ça, C'est ça. mais j'aime beaucoup cette expression, quand un parent qui survit à l'adolescence de son enfant, il lui transmet déjà une expérience vivante de la résilience. Ouais. Parce que l'enfant, l'ado, il est conscient de tout ce qu'il fait subir à ses parents. Et lui aussi, il est traversé Mhm. par la culpabilité, par l'angoisse. Et donc, quand il voit quand même que malgré les épreuves, ses parents ont Toujours résisté, là. et quand ils étaient là, et qu'ils ont continué à vivre, et qu'ils sont aussi solides, qu'il peut toujours compter sur eux, ils ont toujours été aimants, il se dit, mais finalement, les épreuves ne doivent pas me faire peur. Mhm. C'est provisoire. Très bien, Leïla. Mesdames, messieurs, l'épisode est terminé. Si jamais vous voulez un épisode complet, vraiment où on est focus sur l'adolescence de vos cultures, là, vous nous le dites, hein. Vous nous le dites et on le fera. Sinon, voilà, on fera autre chose. On traitera d'autres sujets. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, Leïla. Oui, donc merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager le podcast, à en parler autour de vous, aux personnes que vous pensez que ça peut leur apporter quelque chose. En tout cas, votre soutien, c'est ce qui nous permet de continuer à enregistrer des podcasts qui nous parlent, qui vous parlent. Et à la semaine prochaine, les mers croisées.